Eh bien, bonjour à tous. France Compétences, Goulven Droumaguet, j'espère que vous m'entendez et peut-être aussi que vous me voyez. C'est un peu particulier hein, l'exercice au niveau des interactions. Alors, je me suis peut-être pas mis dans le bon sens, et ce qui fait que je ne vous vois pas. Ah si, je vois des mains qui se lèvent. Bon, soyez pas trop attachés à mon avatar. Hein. J'avoue que je l'ai pris de manière un petit peu aléatoire. J'avais tenté pendant 30 secondes de le modifier, mais je suis resté sur cette version. On pourra être amené à échanger autrement, bien entendu. D'abord, je suis ravi d'être avec vous cet après-midi. Ok, on me confirme qu'on m'entend bien. Je suis ravi d'être avec vous cet après-midi. On va passer 45 minutes ensemble autour de la démarche d'enregistrement au RNCP. Et puis, un peu plus globalement, tout ce qu'il y a autour de cet enregistrement. On va bien entendu évoquer les critères, on va évoquer l'actualité, on va évoquer aussi les trajectoires futures. Alors, c'est un atelier, hein, n'hésitez pas à m'interrompre. Mais sinon, j'essaierai de faire en sorte de réserver un petit temps quand même pour les échanges en fin d'atelier. Et puis sinon, je resterai à peu près une demi-heure également à l'issue de cet atelier. J'ai vu que dans le hall, je suis passé très rapidement, mais sinon j'ai vu que dans le hall, il y avait des petits espaces privatifs, donc je m'installerai peut-être pendant une petite demi-heure dans un espace privatif pour répondre à des questions que vous souhaiteriez pas forcément évoquer de manière collective, hein, qui serait plutôt liée à un sujet très particulier ou même sur un dossier qui est en cours. On est entre nous, on est en petit comité. Je ne sais pas combien il y a de personnes, mais je sais que les places étaient assez limitées, qu'on va pouvoir échanger très librement. Moi, l'idée, c'est quand même de vous apporter une plus-value en vous confiant un petit peu les recettes de cuisine. Voilà, c'est un petit peu l'arrière-boutique de notre direction, de ce que font les instructeurs et instructrices de France Compétences quand ils observent vos dossiers dans un premier temps, et puis également de quelle manière est-ce qu'ils sont observés par la commission. Donc je vais dérouler le PowerPoint. Je pense qu'il vous sera mis à disposition ou si jamais c'était pas prévu, en tout cas moi je pourrais vous l'adresser. Alors d'abord un petit tour sur les actualités. Alors il y a peut-être quelques slides au début, parce que forcément c'est un peu pour replanter le décor, qui vont être communes avec celle d'Andrea, ma collègue Andrea Tomapilo, donc que vous avez peut-être pour certains d'entre vous écouté et vu ce matin. Donc les premières slides seront pour certaines d'entre elles à peu près les mêmes. Pourquoi est-ce que c'est aujourd'hui Andrea et moi que vous entendez? C'est parce que c'est suite à la nouvelle organisation de notre direction. Vous avez pu le constater, et c'est encore le cas, il y a quand même des recrutements. On a des arbitrages budgétaires qui sont pour le coup assez intéressants et favorables. C'est vrai qu'on est une direction qui recrute et ça nous a amené à repenser un petit peu l'organisation. Andrea, que vous avez entendu ce matin pour certains d'entre vous, et donc est responsable du répertoire spécifique, chef de service répertoire spécifique et contrôle. Et à moi, Goulven Droumaguet, je suis chef du service RNCP. Et tout ce qui touche au RNCP, donc l'enregistrement de droit aussi et les métiers émergents. Dans les actualités très récentes, un communiqué de presse. Et donc je vais introduire directement sur la mission de contrôle. La mission de contrôle qui n'est pas une nouveauté. Elle était dans le décret, elle était prévue par la loi. Ça peut donner un caractère un petit peu nouveau. Pourquoi? Parce que c'est beaucoup plus visible. Là aussi, hein, ça a pu se percevoir pour ceux qui nous suivent le plus quand ils ont vu passer plusieurs offres d'emploi selon lesquelles France Compétences recherchait pour des postes de contrôleurs. Et ça se traduit de manière extrêmement concrète par aujourd'hui une partie des équipes qui sont dédiées à cette mission de contrôle. Pourquoi? Parce qu'il faut bien se dire qu'au sein de France Compétences, il y a deux équipes. Une équipe d'instruction, on va en parler, et puis une équipe de contrôle. Et il faut garder en tête que et ça sera un peu le fil rouge de mon intervention, hein, être enregistré au sein des répertoires nationaux, parfois c'est un peu la finalité, c'est le parcours du combattant. Je l'ai souvent entendu dire, ça prend plusieurs mois et quand ça arrive chez nous, ça prend encore plusieurs mois. Parfois on compte en années même pour obtenir un titre RNCP
ou une certification du répertoire spécifique, eh bien, c'est le premier jour d'autre chose. Et cette autre chose, ben, c'est d'avoir beaucoup d'opportunités en termes de développement. Mais bien entendu, quand on a ces opportunités, on s'expose aussi à des procédures de contrôle. Et ça, pour le coup, c'est vraiment important. Et finalement, c'est presque déjà la conclusion de mon intervention, mais je vais commencer et conclure par la même chose. C'est quoi un dossier RNCP ? Un dossier RNCP, c'est un exercice de transparence et un exercice d'engagement. On peut tout dire dans un dossier RNCP d'une certaine manière, mais il faut le faire avec beaucoup de transparence. Et quand on prend des engagements, eh ben on fait en sorte que ça soit des engagements qui soient tenables et que ça soit pas un objet qui soit artificiellement construit, parce que ça, le travail de l'instruction permet assez vite de le ressentir quand on est sur quelque chose qui est complètement hors sol ou quelque chose qui est vraiment bien investi. Donc voilà, c'est ça un peu que dit ce communiqué de presse entre les lignes. Il a été complété, vous l'aurez peut-être, je n'ai pas de son, j'espère que vous m'entendez quand même. Il a été complété sur les réseaux sociaux, sur certains sites internet, par une campagne de publicité, alors une campagne de pub ou de communication plutôt. Votre futur diplôme est-il reconnu par l'État ? Et là, c'est un grand changement. On veut vraiment, à travers cette communication, rappeler aussi que le titre RNCP, donc cette communication elle est vraiment basée sur le RNCP, hein, que le titre RNCP c'est une reconnaissance de l'État. Alors parfois on tirait un peu les oreilles, hein, où on s'auto-censurait à ne pas dire diplôme ou à pas dire qu'il était reconnu par l'État. Il l'est. La nature même de la commission, à travers sa composition, avec 8 représentants de l'État, 8 représentants des partenaires sociaux, des représentants des régions de France, fait que le diplôme, alors on dit diplôme parce que c'est plus simple, hein, mais le diplôme que vous pouvez être amené à délivrer ou que vous pouvez être amené à accompagner dans le cadre de vos travaux de conseil ou d'accompagnement auprès des futurs organismes certificateurs est une reconnaissance de l'État. Et donc, si l'État reconnaît, il souhaite aussi en retour avoir des engagements. Les métiers émergents, très rapidement, parce que c'est une actualité pour nous et ça le sera bientôt pour vous. Les métiers émergents seront examinés par la commission en décembre. Elle sera peut-être amenée à reconduire ou pas les anciennes listes. Vous savez, les listes des années 2020 et 2021. Alors pour ceux parmi vous qui aviez un projet pour faire reconnaître des métiers des listes 2020 ou 2021, il est encore temps. Mais on est vraiment dans les dernières semaines de déposer. Il n'est pas garanti que les anciennes listes soient reconduites en 2022. Donc voilà, ça c'est une décision qui appartiendra à la commission. Toujours est-il qu'elle l'avait fait de manière exceptionnelle dans le cadre de la crise sanitaire, puisque forcément les organismes avaient moins eu le temps pour préparer leur dossier. Elle avait donc reconduit non seulement la liste 2020, mais aussi mis en œuvre la liste 2021. Cette année, ça sera peut-être sur un autre schéma. Dans l'actualité, alors là, j'espérais que le calendrier de la commission puisse me permettre de vous la partager. Un peu en scoop, puisqu'on avait fait un petit scoop pour le Skillfest il y a 2 ans. Non, malheureusement, pas de scoop aujourd'hui pour vous. Je ne peux pas vous partager la note d'analyse. En tout cas, c'est une note que l'on a pris un peu de temps à mettre en place. Vous verrez qu'elle est très pédagogique. Parfois, nos notes sont très juridiques. C'est un peu de la doctrine, hein. Celle-ci, vous verrez, sera beaucoup plus pédagogique. D'ailleurs, ça va se voir dès sa structure. On est sur une 15aine de pages. Elle tourne encore aujourd'hui au sein des organisations. Elle n'est pas tout à fait stabilisée. Voilà pourquoi je ne peux pas vous la communiquer. En revanche, entre nous, la commission va la réexaminer en seconde lecture le 14 octobre. Et si certains parmi vous souhaitiez avoir un peu de primeur, je pourrais bien entendu aussi vous le communiquer. Il y a quand même des parties qui sont stabilisées. Quelques chiffres. Quelques chiffres pour vous exprimer un peu la tension et qui va faire un peu la transition avec les enjeux qui sont ceux sur les délais. Voilà, on a aujourd'hui en 2021, en septembre, on arrive déjà sur le bilan quasiment 2020 sur la commission de septembre.
On sera très probablement en fin d'année à plus de 3500 décisions avec une grosse tension sur les dossiers en renouvellement au répertoire spécifique de l'ex-inventaire. Là aussi, il est encore temps, mais il est encore temps de déposer les renouvellements de l'ex-inventaire. En revanche, plus on dépose tard, plus on prend le risque d'une rupture des effets du signal répertoire spécifique. Tout ce que je vais vous dire aujourd'hui, pour la plupart en tout cas, fait l'objet de notes, de notices, de guides. Vous avez en visibilité notamment le guide méthodologique sur le répertoire spécifique. On prépare exactement la même chose de manière beaucoup plus structurée et riche pour le RNCP. Et il est probable d'ailleurs que le guide méthodologique du répertoire spécifique fasse très prochainement l'objet d'une V2 d'ailleurs. Les grands principes, de l'enregistrement aux répertoires nationaux. Je ne vais pas prendre trop de temps puisque je ne voudrais pas qu'on en perde trop le RNCP. Simplement pour rappeler que quel que soit la voie de l'enregistrement, donc que ce soit un enregistrement de droit, donc qui est autorisé pour les ministères après des dossiers qui ont déjà été observés par des commissions paritaires interministérielles, soit l'enregistrement sur demande pour les offres paritaires, les CQP ou les organismes privés. Dans tous les cas, ça passe par notre direction. Et là, on a un très gros travail d'harmonisation et de régulation. Le dossier, il passe par plusieurs étapes. C'est vraiment pas une procédure administrative. Et d'ailleurs, les organismes qui déposent de manière un peu administrative vont aller jusqu'au bout du process, mais en règle très générale, quasiment à chaque fois, ça va aller sur une décision de refus, c'est-à-dire qu'il n'y aura même pas d'ajournement. Voilà, ce sont des dossiers qu'il faut soigner. D'abord, une fois il faut pas qu'ils passent l'étape de recevabilité. Ensuite, ils sont vus lors de l'affectation, lors de l'instruction, lors de la supervision. Et donc tout ça, pour vous donner un peu de visibilité, c'est un planning qui prend à peu près 7 mois. Voilà, c'est un planning qui prend à peu près 7 mois. C'est la moyenne que l'on observe aujourd'hui. La phase d'instruction, c'est à peu près 5 mois. Au RNCP, alors c'est une moyenne. C'est une moyenne. Effectivement, parfois ça peut être un peu plus long quand ça nécessite des échanges ou quand ça nécessite de la part de l'instruction d'avoir certaines procédures de vérification. Ça peut être beaucoup moins. Ça peut être beaucoup moins et ça peut l'être également. D'ailleurs, on sait le faire. Je peux vous assurer qu'on a des équipes qui sont très sensibles si vous nous sensibilisez sur une situation très particulière. Voilà, parce que dans un contexte très précis, vous avez fait un dépôt en retard, parce que vous avez des enjeux. Alors, je peux pas vous dire à coup sûr que ça sera priorisé, parce que sinon tout le monde va le faire et on pourra pas tout reprioriser. En revanche, on y est sensible et pour tout vous dire en termes de calendrier, la commission aussi est sensible puisqu'elle double le nombre de séances sur les mois de novembre et décembre. Voilà, et c'est notamment pour le répertoire spécifique. En tout cas, voilà, on double le nombre de séances. D'habitude, on est sur une séance par mois. On sera 2 séances mensuelles sur la fin de l'année. Les 2 répertoires nationaux, je viens d'avoir un petit indicateur qui me dit qu'il me restait 30 minutes, mais bon, on va les optimiser. Le RNCP et le répertoire spécifique. Alors pourquoi est-ce que je vous rappelle ces 2 répertoires nationaux alors qu'on doit parler du RNCP ensemble? C'est parce qu'il y a énormément encore aujourd'hui. Donc voilà, bientôt 3 ans après la mise en place du répertoire spécifique, il y a encore aujourd'hui beaucoup de sujets de problèmes d'orientation entre les répertoires nationaux. Alors, on a des objets qui ont plutôt un périmètre répertoire spécifique qui viennent au RNCP et on a plutôt des objets du RNCP qui viennent au répertoire spécifique. Ça, c'est un vrai sujet. C'est extrêmement important dès le début de se dire où j'envoie. Et c'est pas une logique de durée. Souvent, on nous pose la question, mais à partir de combien de temps on passe en termes de formation, à partir de combien de temps est-ce qu'on passe du RS au RNCP? C'est pas une logique de durée, on est sur une logique de certification, quels que soient les parcours. Alors effectivement, il y a quand même un petit sujet sur la durée de formation.
Pour vous répondre, c'est vrai que quand on dépasse 4 à 6 semaines, on aurait plutôt tendance à se dire que les contenus orientent vers le RNCP. Et quand on est en deçà, on est plutôt sur le périmètre du RS, mais ça ne peut pas être aussi bien stabilisé. Ce qui va vraiment nous le dire, c'est vraiment le contenu des référentiels. Très clairement, ça sera le contenu des référentiels. Donc à l'écran, on rappelle ce que sont les certifications du RNCP et on est totalement sur l'exercice d'un métier. On va retrouver les référentiels, on va surtout retrouver un niveau de qualification et on doit retrouver aussi des blocs. Je reviendrai sur chacun de ces points. Là où sur le répertoire spécifique, on est sur des objets qui sont beaucoup plus transverses, qui sont beaucoup plus flous dans leur schéma. Et pour vous donner aussi une petite idée sur la durée de formation qui est associée, on entend que pour transmettre des compétences, et d'ailleurs je crois que c'est l'une des slides qui suit, mais en tout cas pour transmettre des compétences, il faut vraiment que l'on soit sur 2 à 3 jours. En ça, on va plutôt être sur des séances de sensibilisation, d'information, de recyclage. Il faut vraiment qu'on mesure l'avant et l'après. Donc voilà un petit peu pour les éléments génériques pour ce qui touche à l'enregistrement de manière plus concrète au RNCP. Donc on se l'est dit, hein, on va envisager ensemble les référentiels. Je vais pas vous réexpliquer comment est-ce qu'on les construit, je vais vous dire comment est-ce qu'on les examine pour le coup. Je vais vous dire aussi comment est-ce qu'on examine le niveau de qualification. On fera un focus sur les blocs de compétences. On fera aussi un focus ensemble sur le critère handicap, qui est très récemment observé maintenant au sein de nos équipes et sur lequel on va encore être amené à communiquer d'ailleurs. Les critères. Les critères, ils sont au nombre de 9. Ils ont sensiblement évolué en avril dernier à l'occasion d'un décret. C'est dans l'ordre, c'est exactement dans l'ordre. Là, c'est l'égalité de traitement entre les déposants. Hein. C'est l'ordre dans lequel les dossiers sont observés. Voilà, on les observe dans l'ordre de ces critères. Et bien entendu, c'est l'ordre un petit peu d'importance que le confère la commission. Les critères 1 et 2 sont les critères relatifs à l'insertion. Et donc là, on va voir ensemble, très rapidement, ça va être juste après, comment est-ce que l'on renseigne, comment est-ce que l'on peut atteindre et comment est-ce qu'on peut satisfaire à ces critères. Ce sont des critères déterminants. Voilà, j'aurais été un peu plus nuancé dans mon discours il y a quelques années, puisque à la CNCP, on avait un peu plus de distance, on observait vraiment plutôt les référentiels et la VAE. La VAE, hein, qui est aujourd'hui le critère numéro 6. Ça ne veut pas dire que c'est moins important, mais ça veut dire qu'il y a d'autres choses qui le sont devenues beaucoup plus. Donc voilà, on va passer un peu de temps quand même sur ces deux critères d'insertion, sur le critère 3 également, et sur le critère 4 qui est celui de la mise en place des procédures de contrôle. Sur 9 critères, je peux vous assurer que les 3 premiers critères sont vraiment déterminants. On peut avoir une démonstration sur la procédure de VAE, on peut même avoir une parfaite adhésion de la commission sur des sujets de modalité d'association des CPNE ou de correspondance totale ou partielle. Si les 3 premiers critères ne sont pas satisfaits, la trajectoire du dossier ira forcément sur une situation d'ajournement ou d'avis défavorable. Pourquoi ? Parce que derrière, on publie aussi des données d'insertion. On publie des données avec des pourcentages d'insertion dans l'emploi que l'on vérifie. Hein. Bien entendu, vous nous communiquez des données et nous, on les vérifie avec les moyens qui sont les nôtres. Et puis, on publie aussi les référentiels. Et donc, on est quand même de plus en plus extrêmement attentif au signal que l'on renvoie à travers ces publications. La première chose donc que je souhaitais rappeler, c'est le critère 0 qui n'est pas écrit nulle part. Mais c'est le critère sur lequel on prend forcément un peu de temps. C'est pas parce que vous nous orientez un projet comme étant une formation certifiante, puisque c'est la définition aujourd'hui, qu'on va se dire qu'elle l'est. Donc le critère 0, c'est quoi pour les équipes de France Compétences?
C'est de se dire, est-ce que j'ai bien devant moi un objet qui a un caractère certifiant? Oui ou non? Et si oui, est-ce qu'il est bien orienté? Est-ce que je suis bien sur le niveau du RNCP? Est-ce que je suis bien sur le niveau du répertoire spécifique? Ou peut-être même, est-ce que je suis bien sur une logique de bloc? Donc voilà, ce caractère de formation certifiante qui est dans le décret, c'est extrêmement important. Là, c'est un peu une nouveauté, on parlait pas de formation avant. Donc forcément, dites-vous bien que si on parle de formation certifiante, on interroge la formation. On enregistre aujourd'hui des certifications qui prennent très majoritairement appui sur des formations. Et comment est-ce que on la voit, cette formation? Et là, je vais faire petite parenthèse avec le contrôle. Et c'est pour ça que j'ai commencé par le contrôle, parce que c'est un petit peu aussi en fil rouge. À chaque fois, vous verrez sur chacun des critères. Pourquoi est-ce qu'elle est importante pour nous, cette notion de formation? Parce qu'on se met toujours à la place des usagers. On se met toujours à la place des financeurs. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est important aujourd'hui pour l'instructeur. Finalement, avant même de rentrer dans le détail, on va y venir ensemble, hein, mais avant même de rentrer dans le détail des critères, c'est de se dire, ce qu'on est en train de me raconter, comment est-ce que l'on raconte publiquement? Et s'il y a bien une chose qui est vue tout autant dans le cadre de l'instruction que dans le cadre des contrôles, eh bien, ce sont les communications Internet. Il y a malheureusement beaucoup d'organismes qui nous racontent une histoire à travers le dossier, qui nous racontent ou que l'on encourage parfois à raconter une histoire. Et puis, il suffit d'aller consulter le site Internet. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on vous demande systématiquement de mettre un lien qui renvoie précisément sur le dispositif. Et parfois, derrière ce lien, il n'y a rien. On nous présente tout le catalogue. Ou parfois, c'est une page qui a été créée. En tout cas, ce qui est très clair, c'est que c'est pas un critère en soi, c'est plutôt un indicateur, mais c'est parfois, pour certains instructeurs, c'est l'un des premiers réflexes. Dans tous les cas, c'est fait durant l'instruction. C'est également fait par certains membres de la commission. Soyez extrêmement vigilants à la cohérence entre la communication que vous avez sur vos différents supports, sur les différents sites, et pas forcément que le vôtre, et ce que vous versez au dossier. Et s'il y a des écarts, parce qu'il peut y avoir des écarts, parce que forcément on est sur de la formation professionnelle, et la formation professionnelle, non seulement ça peut évoluer, mais ça doit évoluer. Et bien s'il y a des écarts, alors vous pouvez simplement nous le dire dans le dossier. Qu'effectivement, c'est le dossier tel que vous nous le présentez, c'est pas forcément tout à fait fidèle à ce que vous avez pratiqué pendant plusieurs mois ou plusieurs années, mais voilà les engagements que vous prenez aujourd'hui, c'est ça un contrat d'engagement à travers un dossier, et c'est ça l'exercice de transparence que l'on attend. Parce que si on observe un trop franc écart ou de trop franche incohérence, parfois c'est au sujet des prérequis, parfois c'est dans les contenus, dans les objectifs, dans les débouchés. Si on observe trop d'incohérences, on va commencer à s'interroger. Et quand on commence à s'interroger, malheureusement, donc voilà, là aussi, ça permet de répondre à la question de Géraldine. Peut-on s'appuyer sur une formation, enfin sur une certification existante? Si oui, comment? Eh bien là, ça prend quelques minutes, mais je vous encouragerai toujours à le faire avant de vous lancer dans un projet pour créer une certification au RNCP, surtout au RNCP. Au répertoire spécifique, c'est un peu plus souple, mais au RNCP, et c'est de se dire simplement, est-ce que moi, aujourd'hui, j'ai la surface pour devenir organisme certificateur? C'est pas le tout de souhaiter avoir une certification au RNCP, c'est un complet changement de statut. On change de statut. On passe de l'organisme de formation à l'organisme de certification. Et l'organisme de certification, il crée de la valeur. Il crée de la valeur, c'est-à-dire qu'il prend une feuille A4 sur laquelle il va mettre la mention d'une certification, la mention d'un niveau, et il va prendre des engagements sur ce document. Et donc, il va être amené, encore une fois, à devoir suivre ses individus, à être contrôlé, à être vigilant sur sa communication. Pourquoi? Parce qu'à partir du moment où on mobilise de l'argent public, et notamment les fonds mutualisés de la formation professionnelle, alors il faut pouvoir justifier de quelle manière on les a mobilisés. Donc voilà, ça c'est vraiment une démarche qu'il faut avoir aujourd'hui. Après, il y a pas de... On régule pas du tout premier arrivé, premier servi, surtout pas.
c'est-à-dire qu'il n'y a pas de limite à l'offre de certification. Simplement, il faut qu'elle soit cohérente. Et les déposants qui nous déposent un dossier sur une certification qui est très comparable, si nous, on observe qu'elles sont très comparables, c'est pour ça que d'ailleurs dans le dossier, on vous demande de faire du benchmarking, hein, et qui nous disent, ben voilà, moi j'ai bien vu que la concurrence proposait des choses qui étaient comparables, sauf que moi ça se fait en présentiel et que la concurrence elle est partout et que moi je suis à un endroit où les gens peuvent pas se déplacer. Ou alors j'apporte une nouveauté, j'apporte une modalité pédagogique, j'apporte une stratégie d'alternance, peut-être qu'importe. Mais en tout cas, si vous pouvez vous appuyer sur une certification qui existe, et là pour le coup c'est complètement libre à vous, on n'intervient pas du tout dans ce process. En revanche, vous pouvez aussi aller en solo sur la démarche de certification, mais si vous observez, ça fait le lien avec la transition, si vous la future slide, si vous observez que ça existe déjà, d'abord dites-le nous, il faut que vous nous montriez dans le dossier que vous l'avez vu, de ne pas faire semblant que vous ne l'auriez pas vu. Je vais répondre ensuite à Jacques. Et je vais répondre tout de suite. Et bien en fait, dans ce dossier, il faut nous dire aussi que vous avez fait cette démarche. C'est ça l'exercice de transparence. C'est de nous dire, OK, et ça c'est valable tout autant au répertoire spécifique qu'au RNCP. C'est d'apporter des éléments au dossier. Ça s'appelle la rubrique haute pièce complémentaire dans la téléprocédure. C'est de verser une pièce qui dit, OK, j'ai vu qu'il y avait des offres de certification. J'ai fait l'état des lieux. Je suis allé voir les référentiels, les modalités d'évaluation. Ça ressemble à ce que je fais et je pourrais le faire avec eux. Et donc je les ai sollicités et ils m'ont dit non parce qu'ils veulent pas prendre de partenaire, parce qu'ils veulent pas s'associer. Il faut simplement nous le dire. Et là forcément on va autrement regarder le dossier. C'est vraiment ça. Vous allez dire que j'insiste, mais c'est l'exercice de transparence et d'engagement. Et si vous êtes parfaitement certain de votre projet, je peux vous assurer que derrière pour l'équipe d'instruction, on sera parfaitement certain de la trajectoire que l'on donnera à ce projet. Et d'une certaine manière, c'est aussi, j'y reviendrai, c'est aussi pour vous protéger. On n'a absolument aucun intérêt de créer une certification, de faire d'un organisme de formation un organisme certificateur. Aujourd'hui, au 1er octobre, donc voilà, chouette, au 1er octobre, je deviens organisme certificateur, sauf que quelques mois après, je suis contrôlé, et là, ça me fragilise. Donc, on n'a absolument aucun intérêt de faire, si on n'est pas certain, si on a des doutes, c'est vraiment aussi une volonté de la commission de vous protéger en vous disant non, vous n'êtes pas encore prêt. Pas dire que ça viendra pas, mais aujourd'hui vous n'avez pas suffisamment bien vu toutes les phases du cube pour devenir certificateur. En revanche, le jour où on fait de vous un certificateur, alors on est tranquille pour 2, 3, 4, 5 ans. On sait que vous aurez vraiment vu la sphère complète qui s'offre à vous. Pour revenir sur mes critères 1 et 2, alors ce que l'on renseigne en règle générale en premier, et ça prend du temps, c'est les fameux tableaux d'insertion qui sont toujours au format Word pour France Compétences, alors que pour vous, ça fait très longtemps qu'ils sont à minima sur un format de tableur type Excel. Donc ça vous oblige à copier-coller des lignes avec les sources, les risques d'erreur. Alors là-dessus, j'ai quand même un petit scoop pour vous. On change le format. Alors on ne va pas bouleverser le format, on ne va pas vous demander de refaire vos enquêtes. Simplement, vous allez pouvoir verser d'abord des formats qui seraient libres. Et si vous n'aviez pas encore de format, vous allez pouvoir directement télécharger un format Excel. Il a fallu que le SI s'organise un peu pour cela. C'est vraiment la dernière partie du dossier qui n'était pas dématérialisée. Mais c'est un élément pour lequel on passe beaucoup de temps à observer les données d'insertion. Et c'est vrai que le format est pas du tout satisfaisant. Donc voilà. D'ailleurs, vous pouvez le faire. On a aujourd'hui déjà des organismes qui renseignent pas le Word, qui nous envoient directement, pareil, dans la rubrique haute pièce nécessaire, qui nous renvoient directement leur fichier Excel. Vous pouvez le faire sans aucune gêne. En tout cas, ce qu'il faut retenir, et d'ailleurs c'est l'objet de la flèche bleue, ces critères 1 et 2, qu'est-ce qu'ils disent? De manière très simple, ils disent qu'il y a un avant et il y a un après. Il y a une situation de départ et il y a une situation d'arrivée.
Et donc, s'il y a une situation de départ, une situation d'arrivée, il faut qu'il y ait une évolution. Et il faut qu'il y ait une trajectoire ascendante. Et c'est un peu la définition de la formation professionnelle, hein. En tout cas c'est celle du Code du travail, hein, qui dit que c'est un parcours pédagogique qui permet d'atteindre un objectif professionnel. Et en fait, cette notion de parcours pédagogique qui permet d'atteindre un objectif professionnel, ça veut bien dire qu'il y a une situation de départ et une situation d'arrivée. Et que le parcours, l'entre-deux, ben c'est votre certification qui va le permettre. C'est-à-dire qu'il y a une expression de besoin en compétences. Alors, soit c'est exprimé par les individus, soit c'est exprimé par les entreprises, par les employeurs, par les organisations, par les secteurs, par l'économie, qu'importe. En tout cas, il y a une expression de besoin et il y a une réponse à ce besoin que vous apportez. Et donc, on verra tout de suite après comment est-ce qu'on la retrouve dans les référentiels et comment est-ce qu'on fait parler entre eux les différents critères. Mais quand vous remplissez ces tableaux, alors il ne faut pas le faire de manière artificielle pour avoir une flèche ascendante, hein. Il faut que l'on apprécie la situation de départ. Il faut vraiment apporter un très grand soin à renseigner ce document. Quelle est l'origine de mes candidats? Quelle est l'évolution en termes de périmètre de poste? Quelle est l'évolution en termes de contrat de travail? Parfois, il n'y a pas d'évolution, mais en tout cas, ça leur a permis simplement de pérenniser un poste de travail. Quelle est éventuellement l'évolution en termes de rémunération? Et ça, on le retrouve souvent d'ailleurs sur les travaux que vous pourriez nous proposer sur les CQP, puisqu'il doit y avoir des incidences par rapport à des grilles, à des conventions collectives. Voilà, et ça, il faut vraiment se dire, et c'est la première phase de l'exercice de transparence, c'est qu'on vous le demande à minima sur 2 années. Mais si vous êtes sur des niveaux 6 et des niveaux 7, pour lesquels, équivalent licence et master, pour lesquels on sait que quand on est un jeune diplômé de niveau 7, on ne s'insère pas forcément tout de suite, alors là, vous avez 2 solutions. Soit vous vous dites, ben, finalement, moi, ma promotion à 2 ans, elle va pas donner grand-chose. L'instructeur, il va se dire, ben ouais, ben, ils ont pas été, ils sont sur des. On me dit que c'est une formation qui amène à des postes de manager, de directeur, et finalement, ils sont employés comme assistants, comme responsables. Alors, dans ce cas-là, soit vous allez chercher plus de promotions en allant chercher un petit peu plus loin, soit vous échantillonnez. C'est-à-dire qu'avec l'organisme, au sein de l'organisme, vous allez nous démontrer dans le dossier des parcours. Voilà, des parcours qui ont, et on le trouve parfois d'ailleurs sur vos sites internet, hein, des parcours qui disent que voilà, tel ancien de telle promotion, aujourd'hui, il est directeur international dans l'hôtellerie, qu'importe. Amenez-nous des éléments de manière extrêmement claire. On va aussi observer les rémunérations, bien entendu. Et bien, ce que je vous invite systématiquement à faire, après avoir passé beaucoup de temps sur ces tableaux, c'est d'en passer quasiment au moins autant sur la fiche 6. La fiche 6, c'est ce qui met un petit peu en bouche sur ces tableaux. C'est-à-dire que parfois, on a des tableaux qui sont vraiment bien renseignés, et puis on a la fiche 6 qui ne l'est pas. C'est-à-dire que les éléments de contexte et de compréhension de ces tableaux, on ne nous les renseigne pas. Ou alors, c'est très vite fait. Non, il faut la soigner, cette fiche 6. C'est ce qui permet de ne pas rester sur notre faim. Vous pouvez, dans cette fiche 6, tout mettre. C'est-à-dire qu'on a quelques rubriques. Je peux vous assurer que ceux qui ne les renseignent pas du tout, et il y en a, ça interroge, et ça interroge tellement qu'en général, on se dit, ben, s'ils n'ont même pas pris le soin de renseigner la fiche 6, ou simplement de le faire de manière un petit peu bâclée, on va passer du temps, nous, sur vos dossiers, et donc on passe parfois plus de temps quand on en a pris le déposant, hein, pour renseigner cette fiche 6. Voilà. S'il y a des situations qui sont un peu atypiques, la prochaine commission, par exemple, va avoir beaucoup de dossiers dans le secteur du tourisme et de la restauration. Forcément qu'on sait que ces données d'insertion sont fragilisées par rapport à la crise sanitaire qu'on a connue. Mettez-le dans la fiche 6 et on aura peut-être des taux d'insertion dans l'hôtellerie internationale ou dans le tourisme qui seront bien en deçà des standards, mais la trajectoire sera quand même favorable parce qu'on est là aussi pour dire ok, il faut que l'on contribue ensemble à offrir ces certifications et à ce que les individus puissent s'insérer et à ce que l'économie puisse tourner. Donc voilà, vous remplissez les tableaux, vous remplissez la fiche 6, vous nous joignez les PV. S'il y a un écart entre les PV et ce que vous nous joignez au dossier, s'il y a un écart dans l'intitulé, c'est pas grave.
Il ne s'agit pas de reconstituer des PV a posteriori en se disant France Compétences va me taper sur les doigts parce que ils vont voir que les PV c'était pas le bon intitulé ou que la composition du jury était pas la bonne. Mince, ils étaient que 3 alors qu'on dit qu'ils sont 6. C'est pas grave. Vous versez en plus une pièce au dossier qui explique pourquoi il y a un écart, de manière extrêmement transparente. Les référentiels. Sauf s'il y avait des remarques ou des petits sujets sur les données d'insertion. Non, apparemment, non. Après, je vois pas la salle, donc. Les référentiels. Critère 3. Les référentiels, ce que l'on rappelle tout le temps, et c'est ce que font les instructrices, c'est qu'un référentiel, ça ne se lit pas en ligne. Alors je dis instructrice, c'est simplement parce qu'au RNCP aujourd'hui il n'y a que des instructrices. Un référentiel, ça se construit en colonne. Et c'est ensuite les évolutions pour les plus anciens parmi nous. On se souvient qu'il y a encore quelques années, on trouvait le référentiel d'activité, c'est ce que demandait la CNCP, un peu plus loin le référentiel de compétences et encore un peu plus loin le référentiel d'évaluation. Et puis ça obligeait les membres à faire beaucoup d'allers-retours. Et donc, dans un premier temps, ils nous avaient demandé de rapprocher activité et compétences, ce qui a beaucoup de sens. Et puis, quelques pages plus loin, on retrouvait les référentiels d'évaluation. Et là aussi, les membres nous ont dit ça serait quand même plus facile si on pouvait éviter les allers-retours. Et puis, c'est extrêmement cohérent. Et d'ailleurs, ça a été renforcé dans le décret du 2 avril. Ce que l'on observe, c'est l'articulation entre le référentiel d'évaluation, le référentiel d'activité et le référentiel de compétences. Alors, pourquoi est-ce que je vous dis que le référentiel d'activité et que ces 3 référentiels, dans un premier temps, on les prend en colonne? C'est que le référentiel d'activité, celui qui va en règle générale, on le voit de plus en plus dans des ingénieries qui construisent dès le départ en bloc et qui construisent en bloc et qui saucissonnent pas en bloc, parce qu'avant on disait découper en bloc de compétences. C'est-à-dire qu'on prenait l'ingénierie en l'état et puis on l'a découpée artificiellement, on l'a saucissonnée même. Aujourd'hui, non, on les construit en bloc de compétences et souvent on est sur un regroupement d'activités, on est sur un domaine d'activité. Et ben ce référentiel d'activité, si je l'isole et que je ne regarde que le référentiel d'activité, alors je dois comprendre immédiatement de quoi on me parle et à quel niveau. Si à travers la seule lecture du référentiel d'activité, et c'est un exercice auquel vous pouvez vous prêter, si à la seule lecture du référentiel d'activité, j'arrive pas à voir quel métier, quel est le périmètre du métier auquel je me réfère, et ici j'arrive même pas déjà à percevoir le niveau, alors tout le reste, on le fait reposer sur un château de sable, on le fait reposer sur une fondation qui est très fragile. Le référentiel de compétences prend appui sur le référentiel d'activité, le référentiel d'évaluation lui aussi vient prendre appui sur le référentiel de compétences, et tout ça pèse sur un référentiel d'activité qui est creux. Donc tôt ou tard, ça tombe. Donc voilà, dites-vous bien, j'isole mon référentiel d'activité, est-ce que je suis très à l'aise, et là pour le coup, on pourra un petit peu avoir une moindre exigence sur le référentiel de compétences, par exemple. Et puis parfois, il n'y a rien dans le référentiel d'activité et tout dans la compétence. En tout cas, tout ça, ce sont des sujets d'équilibre. Et ensuite, on fait bien entendu une observation en ligne. Je vois que ça réagit sur les métiers émergents, on va s'en parler. Par rapport aux modalités et aux critères. Je ne reviens pas sur l'écriture en compétences. Alors, pour tout vous dire, bien entendu que c'est un petit peu le format que l'on propose pour qui ont des difficultés à stabiliser une trame d'écriture en compétences. Ça pourrait se débattre. D'ailleurs, je peux vous assurer qu'on débat tous les jours sur le sujet. Ce que l'on cherche surtout dans vos référentiels, c'est un équilibre. C'est-à-dire qu'il y a une espèce de maille, et ben la maille, il faut qu'elle soit cohérente sur l'ensemble du référentiel. Parfois, on a des référentiels où on investit beaucoup le bloc 1 et le bloc 2 parce qu'on a passé beaucoup de temps et parce que c'est les premiers. Et puis après, on a moins de temps, vite, il faut déposer et on néglige un peu le reste. On finalise moins, on contextualise moins, on outille moins la compétence. Ben forcément, ça se ressent. Parce qu'on va regarder tout le référentiel. C'est pas parce que les 2 premières pages seraient satisfaisantes qu'on va se dire ok, tout le référentiel est bon.
Donc voilà, à minima, la compétence, c'est quand même le verbe d'action, avec le quoi, le qui, la finalité. Et puis derrière, surtout un sujet de cohérence. Voilà, j'ai fait un choix rédactionnel. J'ai choisi une maille, elle se défend. Et pour le coup, c'est toujours un exercice intéressant pour nous de voir la diversité des pratiques que sont les vôtres. Simplement, je suis stable dans mon approche. J'ai pas un premier bloc qui serait extrêmement fin dans sa description, et puis derrière un autre bloc ou un autre domaine d'activité qui serait beaucoup plus large. Le référentiel d'évaluation, alors vous allez voir que c'est très précisément l'un des objets de la note sur les process d'évaluation dont je vous ai parlé un petit peu en introduction. On va un peu mieux évoquer ce que l'on entend comme évaluation certificative, de quelle manière est-ce qu'on les distingue des évaluations formatives, ce que l'on attend vraiment ici, de manière très concrète, c'est que ça soit cohérent. C'est tout, en fait, c'est la cohérence. J'ai un exemple en tête très récent avec un organisme hier avec qui j'ai changé et qui n'était pas très satisfait d'avoir fait l'objet d'un refus d'enregistrement, si ce n'est qu'on était sur du tatouage, donc la dermopigmentation, tatouage permanent, et que tout ça, ça se faisait à travers un QCM. Il n'y avait pas de mise en situation professionnelle. Et pourquoi un QCM? Alors, c'était même pas QCM, c'était quiz. Pourquoi? Parce que ça se fait à distance. Et là, j'ai pas besoin de vous en dire plus. Forcément que des pratiques de tatouage avec des gros enjeux de sécurité, d'hygiène, et quand on touche à la peau, évaluer à travers un QCM de manière très théorique, et en plus à distance, voilà, le reste du dossier peut être extrêmement bien monté dans l'écriture en compétences, finalisé, outillé, qu'importe. On ne sera pas convaincu. On ne peut pas laisser passer ce type de dispositif. Un petit focus, j'y viendrai sur les questions qui filent dans le chat. Sur les blocs de compétences. Alors je vais m'arrêter avec vous une minute sur le 6113-1 du Code du travail. C'est la seule chose que l'on ait aujourd'hui sur les blocs de compétences. Tout le reste est l'objet d'une notice de France Compétences. Qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit que les certifications professionnelles, donc forcément, si c'est les certifications professionnelles, c'est RNCP. Je vous rappelle que les certifications professionnelles sont le RNCP. Les certifications et habilitations sont le répertoire spécifique. Sont constituées, donc entre guillemets, sont obligatoirement constituées d'ensembles homogènes et cohérents. Ce sont des blocs qui contribuent à l'exercice autonome d'une activité. C'est-à-dire que le bloc de compétences, il faut qu'il ait du sens. Et cette notion d'autonomie du bloc, elle est extrêmement importante. Parfois, vous avez un réflexe qui est de se dire, et donc ça, c'est pour faire le lien avec le référentiel que l'on a évoqué, vous avez un réflexe, ça c'est le format officiel, hein. Vous avez un réflexe qui est celui de nous présenter des blocs dans les référentiels. Nulle part, quand on observe le critère 3, on vous demande de mettre les blocs dans les référentiels. Vous pouvez les rajouter, mais quand vous le faites, vous prenez un risque. C'est bien deux critères distincts pour nous, le critère des référentiels et le critère des blocs. Et d'ailleurs, on peut avoir une stratégie de construction en bloc qui soit un peu distincte de celle du référentiel d'activité de compétences. Dites-vous bien qu'en revanche, quand vous changez ce format pour essayer de fusionner une ligne qui dit bloc de compétences, alors mécaniquement, vous nous obligez à observer le critère 7 avec le critère 3. Et donc là, il n'y a pas de demi-mesure. Si l'un est défaillant, l'autre l'est également. Donc voilà, moi, là aussi, petit tip entre nous, il y a un format, je préconise de le tenir et de ne pas introduire les blocs ici. Ce n'est pas l'endroit où on vous demande d'introduire les blocs. Si vous le faites, dans ce cas-là, vous prenez simplement le risque de condamner ensemble les critères 3 et les critères 7. Un petit mot sur le handicap. Concrètement, sur le handicap. C'est un peu finalement valable pour tous les critères. Parfois, il y a un peu de fantasme et c'est surtout beaucoup de bon sens que l'on entend.
Sur le handicap, il y a deux choses que l'on observera. On observera pour certains métiers que ça a été envisagé dès la phase de conception de la certification. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a certains métiers pour lesquels, dans les référentiels de compétences, il faut que l'on, parce qu'on a des études, mais ce sont des études qui sont publiques, que l'on partage, qui nous font dire que certains métiers doivent prendre en compte, parce que ça fait partie de l'évolution, les situations de handicap, de l'accessibilité ou de la conception universelle. On va être dans le bâtiment, par exemple, un architecte qui a un référentiel dans le bâtiment d'un architecte qui ne serait absolument incapable de répondre à un appel d'offres d'un marché public qui nécessiterait qui est une prise en compte du handicap, forcément, en termes d'employabilité, ça va être un peu restreint. Ça va être dans les sujets du RH, du management. En revanche, c'est pour ça que je vous parle de bon sens, il ne faut pas s'obliger à le faire. Il y a des situations, il y a des métiers pour lesquels il n'y a pas besoin de grossir l'épaisseur du trait en rajoutant des couches sur le handicap. Si l'analyse de l'emploi nous fait dire qu'il n'y a pas, et c'est de la même manière pour l'évaluation, si les professionnels ne seront jamais confrontés à des situations de handicap, c'est pas la peine d'envisager, c'est le deuxième tiré, c'est pas la peine d'envisager des aménagements d'épreuves pour des gens qui n'auraient pas, pour lesquels des gens qui seraient en situation de handicap ne pourraient pas postuler ou ne postuleraient pas de toute manière. Donc voilà, on va vraiment les observer de manière progressive et avec bon sens. Là aussi, n'hésitez pas à enrichir les référentiels ou le critère 4, parfois surtout sur les aménagements d'épreuves, leur laisser un peu plus de temps, faire évoluer une mise en situation. Voilà, ce sont des petites choses, ça se saupoudre un peu dans le dossier. Mais dans tous les cas, pour vous rassurer, on sera quand même amené à communiquer à travers un webinaire qui sera dédié au handicap. Donc voilà, je vais maintenant pouvoir prendre un peu de temps pour les échanges et comme je vous l'ai dit, je resterai à l'issue dans une espèce d'aquarium là dehors pour pouvoir répondre aux échanges bilatéraux. Sur les données d'insertion dans le cas des métiers émergents, donc je vais prendre les questions dans l'ordre, celle de Stanislas. En fait, vous avez une dispense dans le cadre des métiers émergents, et c'est vraiment la particularité de cette liste, c'est qu'on ne vous demande aucun élément. Alors, il y a quand même un petit truc que je vais vous donner, mais on ne vous demande aucune communication de données. C'est-à-dire que vous pouvez déjà avoir expérimenté des formations ou pas. En vous disant on lancera la première session quand on sera certifié. On ne vous demande aucun élément sur les critères 1 et 2. En revanche, alors ça c'est écrit nulle part, mais je vous le donne en mille. En revanche, si on vous enregistre, on veut avoir quelques assurances sur votre capacité quand même à renouveler la certification ou à minima à suivre les titulaires. Donc, certes, on ne vous demande pas de justifier des critères 1 et 2, on ne vous demande pas de nous renseigner les données. En revanche, surtout, ayez l'initiative de nous décrire le processus de suivi. Vous allez mettre en place un processus de suivi de vos titulaires, où ils seront 6 mois après, où ils seront à 1 an, où ils seront à 2 ans. Pourquoi? Parce que tout repose sur les référentiels, sinon. Et donc, vous allez nous livrer une très belle ingénierie, si ce n'est que si on voit que vous n'avez pas du tout outillé le dispositif de suivi, on va se dire, on a devant nous un organisme qui sera incapable de suivre ses titulaires. Alors peut-être qu'il le sera, sauf qu'il ne nous l'a pas dit. Et c'est pas un exercice d'intuition, d'instruction. Et donc, dans le doute, on ne va pas enregistrer. On va dire parce que ces titulaires, ils vont partir dans la nature et quand il va devoir revenir dans 3 ans pour renouveler, ils sauront pas où ils sont passés. Donc voilà, effectivement, pour vous répondre, Stanislas, vous n'avez pas à nous communiquer de données d'insertion. En revanche, c'est valable pour tous ces métiers, pour tous ces dossiers. Surtout, profitez-en pour. Là aussi, c'est un engagement. Ça ne veut pas dire que c'est ce que vous faisiez jusqu'ici. Pour nous dire voilà quelle est la base de données que vous allez créer, comment est-ce que vous ferez des enquêtes mail, téléphoniques, des événements, qu'importe. Mais rassurez-nous. Voilà, ça avait été répondu par Audrey. Merci Audrey. Pour Jacques, sur l'évaluation continue pour certifier, effectivement, c'est une modalité qui peut être envisagée, celle de l'évaluation continue.
Alors plus en général pour la certification en elle-même quand elle est envisagée sur un parcours de formation initiale ou de formation continue hein, que sur le sujet des blocs. Ça peut être envisagé. En revanche, il faut quand même que les épreuves certificatives permettent l'indépendance des jurys. Il peut y avoir un jury d'évaluation, mais il faut surtout qu'il y ait un jury de certification. Et pour le coup, vous verrez, alors je ne veux pas trop dévoiler parce que c'est en train d'être un petit peu, ça fait l'objet de la note, hein, vous l'avez bien envisagé, hein, la note dont je vous ai fait part sur les procédures d'évaluation. Voilà, c'est pas entièrement stabilisé pour les membres de la commission. Je vous dis, ça sera vu en deuxième lecture, mais oui, il ne faut pas exclure l'évaluation continue. Est-ce qu'il y a d'autres souhaits d'échange, des réactions? Non, eh bien il me reste, je vais utiliser le bouton qui applaudit. Il me reste à vous remercier et celui qui remercie aussi. Voilà pour votre voilà pour cet échange, pour votre participation. C'est toujours extrêmement agréable. Je voulais aussi vraiment vous dire que parfois on pourrait penser que les équipes de France Compétences sont difficilement accessibles. Parce que parfois il faut nous relancer. Je voulais simplement conclure là-dessus. Si jamais vous aviez besoin d'un échange, n'hésitez pas. On peut le faire là dans les prochaines minutes, hein. Mais je peux aussi vous laisser mes coordonnées. Voilà, je préférerais toujours, pour tout vous dire, hein, je préférerais toujours qu'on prenne 10-15 minutes ensemble quand vous êtes en phase de conception du projet pour répondre à certaines orientations, plutôt qu'on les prenne. Ces 10-15 minutes, on sera amené à les prendre, mais plutôt qu'on les prenne après le passage de votre dossier en commission. Parce que si on les prend après le dossier, c'est en règle générale pour vous expliquer pourquoi il n'a pas été enregistré. Et puis là, vous allez me dire, ouais, mais sauf que ça, si vous me l'aviez dit il y a 6 mois, ça m'aurait évité de perdre du temps. Donc voilà, je sais que je réponds pas toujours dans la journée, mais dans le doute, vraiment, si vous en exprimez le besoin, n'hésitez pas. À travers la FFP, notamment à travers Isabelle Rivière, hein, ou ceux qui me connaissent sur LinkedIn ou en direct. Voilà. Alors en revanche, la seule chose que je ne pourrais pas faire, c'est vous dire si c'est bon ou pas bon. Je ne peux pas engager la commission. Je pourrais simplement voir avec vous si les quelques notes, notices et guides qui vous sont présentés ont bien été appropriés, parce que c'est vrai que c'est pas toujours un exercice très très simple. C'est parce que la certification, c'est pas un sport de masse, c'est quelque chose d'extrêmement exigeant, mais c'est ce qui le rend aussi l'exercice très passionnant. Voilà, bon après-midi à tous, bon festival. J'espère vous voir l'année prochaine en physique, comme on a pu le faire il y a 2 ans. Et puis pour ceux qui le souhaitent, je vais me positionner une bonne demi-heure, je pense, dans un open enfin un truc un peu complexe pour moi. Voilà. Merci beaucoup, merci à tous et au revoir.